On va regarder la vidéo de Bolchevique pour l'humanité. Starmania a-t-il prédit l'avenir? Donc Starmania, culte des années 80, comédie musicale avec les musiques ultra cultes, vraiment, qui limite on connaît plus ma génération et celle d'après peut-être, qu'à la mienne j'ai l'impression. On connaît plus les musiques en soi sans savoir qu'elles viennent de Starmania. Donc je connais assez peu finalement Starmania en soi, je connais certaines musiques mais je connais pas trop l'univers, le contexte et tout, même si j'aime beaucoup certaines musiques. Mais on va voir ce que ça donne, je suis très curieux. Ok, donc Starmania, c'est parti. Récemment est reparti en tournée la nouvelle mouture de Starmania, sous la houlette de notre petit filou de Thomas Joly, non content d'avoir produit une petite cérémonie dont on a déjà parlé. Et figurez-vous que pour vous, on a été voir ce que ça donne. Suivez-nous. Non, en fait, je déconne, on peut rien vous montrer parce que c'était interdit de filmer, mais j'ai ramené ce superbe suite. Voilà. Pas mal, pas mal. Bon, ça va pas nous empêcher d'en parler, puisque la presse adore signaler à quel point c'est culte, à quel point c'est d'actualité, et même à quel point c'était visionnaire. Starmania, qui a été écrit par Michel Berger, Luc Plamondon, a 43 ans. C'est incroyable comment, au niveau du thème, c'est resté actuel. Alors, c'est ça qu'on va questionner aujourd'hui, autant pour les anciens qui en connaissent tous les tubes par cœur, parfois sans se souvenir que ça vient de là, que pour les petits nouveaux qui sans doute se rendent pas, mais alors vraiment pas compte de la dinguerie qu'est Starmania. Et après, il y a les gens entre les deux, c'est-à-dire moi, qui voient à peu près, mais pas exactement. Bienvenue à tous. En 2022, elle a évidemment de grands échos, que ce soit la question écologique, la manipulation par les médias, du politique, du terrorisme, des réseaux sociaux, de la volonté d'être une star. Si on en croit ce remake, mais aussi les chiffres de fréquentation, les comédies musicales reviennent en France. Alors et que ça fait plaisir. Un peu passé de mode, hein. Pour certains, ça a même une image un peu kitsch, voire pas mal ringarde. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Vesper qui parle de musique sur sa chaîne, qui parle de Cendrillon qui est sorti dans les années 2000, qui a été un énorme flop. C'est grave intéressant, en plus c'est une petite chaîne, donc n'hésitez pas à soutenir les petites chaînes, ça fait plaisir. Et oui, c'est vrai que pendant des années, genre entre Notre-Dame de Paris, entre Starmania, Mozart l'opéra rock, enfin il y en a plein, il y a eu pas mal de vagues de ça revient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, les comédies musicales. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, ça avait l'air un peu mort. Après, j'ai envie de dire nostalgie des années 80 oblige, et là 90-2000, est-ce que va pas y avoir un revival des comédies musicales? Peut-être, après à voir comment ce sera fait, mais dans l'idée, moi je suis chaud, hein. J'aime bien moi les comédies musicales. Alors que, souvenez-vous la fièvre des années 2000. Voilà. Fièvre relancée justement par Notre-Dame de Paris en 98, phénomène auquel il était absolument impossible d'échapper à l'époque et qu'on devait à un certain Luc Plamondon, celui-là même à qui on devait, avec son complice Michel Berger, le phénomène Starmania, voilà, 2 décennies plus tôt. Et c'est lui qui a fait le Cendrillon qui a floppé dont je vous parlais il y a 2 secondes. À ce moment-là, c'était vraiment des succès populaires non seulement en salle, mais aussi des usines à tubes pour l'industrie musicale. Et une chose intéressante à noter, c'est que la très grande majorité de ces énormes succès n'étaient pas des adaptations de célèbres comédies américaines, mais des trucs très franco-français. Et Cindy 2000, à part Mozart du coup, version de Cendrillon en comédie musicale, assez catastrophique, de Luc Plamondon. Ah bah j'en parlais il y a 2 secondes, tu vois. Voilà, j'ai vu d'autres trucs, j'ai vu qu'ils avaient fait un Rabbi Jacob en comédie musicale avec Patrick Timsit. Attends, Rabbi Jacob avec Patrick Timsit? Oh, je veux voir ça au moins une fois dans ma vie. Oh, ça a l'air nul marrant. Oh putain, Rabbi Jacob avec Patrick Timsit. Oh putain, je veux voir ça. En comédie musicale? Banger! Enfin, il y a eu aussi plein de dingueries qui sont pas restées, quoi. Et oui, en France, ça va et ça vient, car à l'exception de quelques autres pays qui en ont de grosses traditions solides, la comédie musicale, c'est surtout un délire d'Américains du Nord. Et je dis bien Américains du Nord, puisqu'en plus des ricains, on a aussi beaucoup ça chez nos amis du Canada. Les Anglais aussi, ils ont pas mal ça, hein, la comédie musicale, si je dis pas de conneries. Peut-être moins que les États-Uniens et les Canadiens, mais j'ai l'impression que les Anglais, ils sont pas contre. D'où le fait que les musicales francophones sont souvent produites avec nos amis du Québec, tradition que perpétue cette nouvelle version de Starmania. De base, c'est bien sûr associé à New York et plus précisément à Broadway, vivier du grand spectacle vivant qui a permis de développer ce mélange de danse, de chant et de théâtre dialogué. Un joyeux bordel qui va bientôt devenir un genre à part entière, hyper codifié et être popularisé par le cinéma hollywoodien. Bah, c'est sûr que le cinéma, ça a vraiment implanté la comédie musicale, pour le meilleur comme pour le pire, dans l'imaginaire collectif. C'est vraiment ça qui a démocratisé le truc. Après, j'ai envie de dire, ça a été pour le meilleur parce que ça a permis de populariser ce genre qui est un excellent genre je trouve, mais qui est aussi en saoule certains malheureusement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode c'est une comédie musicale, je peux pas, c'est une comédie musicale. Mais elle est bien, je m'en fous, je peux pas. Dès que ça chante, ne serait-ce qu'un peu, il y en a, ça leur sort du truc, je sais pas pourquoi. Moi perso j'adore, mais je peux comprendre. Après, il y en a ils abusent, genre Les Misérables avec Hugh Jackman, c'est
que du chant. Au bout d'un, parle un peu frérot aussi. J'ai rien contre quand ça chante, mais quand c'est que ça, voilà quoi. Mais il y a de très bonnes comédies musicales, hein. The Greatest Showman, Le Moulin Rouge, West Side Story. Je l'ai pas vu West Side Story, mais les peu que j'ai vu d'extraits, banger. Tout ce qui est les Disney, ça reste des comédies musicales, hein. Monsieur Jack, La La Land, enfin il y en a plein qui sont excellentes, vraiment. Si vous dites j'aime pas les comédies musicales, non, c'est que vous aimez pas certaines comédies musicales et que vous avez du mal à faire abstraction de ça chante. Ce que je peux comprendre, mais c'est dommage. Alors, cependant, faut quand même pas oublier un truc, c'est que le musical, le cabaret, tout ça, hein, c'est Paris, mes petits chéris. Donc c'est comme la Statue de la Liberté, c'est cadeau, mais on n'oublie pas d'où ça vient. Voilà, c'est à nous. Mais c'est fou à quel point, ouais, le cabaret, donc la comédie musicale, la science-fiction, Jules Verne, tout ça, le polar, il y a beaucoup de choses en fait qui viennent de chez nous, mais que les États-Unis se sont pas mal réappropriés parce que d'un côté, ils se réapproprient tout, ils inventent pas grand-chose, hein, les ricains là-bas, c'est vraiment on prend ce qui se fait ailleurs et on le fait en plus big, et aussi parce que on n'a pas su innover et se réapproprier un genre qui pourtant nous appartient de base, qui est dommage. Et y compris au cinéma, parce qu'il faudrait pas oublier les grands noms qui ont ramené la coupe à la maison dans les années 60, comme rien moins que monsieur Jacques Demy. Bon, ceci dit, le cinéma c'est bien beau, mais la comédie musicale de base, c'est un spectacle sur scène. Et là, la première qui va rencontrer un succès mondial, c'est R. Et pour des raisons assez intéressantes, vous allez voir, parce qu'on est en 68. R, comme son nom l'indique un peu, en fait, c'est un produit de la contre-culture de ces années-là. Ça parle des hippies, de la révolution sexuelle, des mouvements anti-impérialistes, de la guerre du Vietnam, tout ça. Et ça en vient vraiment, c'est-à-dire que ça naît hors du circuit traditionnel, dans une cave à la con, et ça vient juste dynamiter Broadway, comme le reste de ces mouvements culturels vont le faire partout. Et c'est ça le truc, c'est que ces mouvements culturels-là, ils touchent alors le monde entier. Du coup, R aussi, y compris en France. Lorsque, par-delà l'Atlantique ou la Manche, sont parvenus des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, les échos du succès de la comédie musicale R, bien peu pensaient qu'elle pourrait retrouver la même faveur en France. La comédie musicale était déjà en elle-même un genre suffisamment dépassé, délaissé même dirons-nous, pour que, par surcroît, on ne prête guère de crédit à celle-ci dont on savait pour le moins qu'elle était révolutionnaire, voire même osée. Énorme succès avec Julien Clerc et Gérard Lenormand, et accrochez-vous bien parce que l'origin story est folle. Hier soir, vous m'avez fait une grande théorie là-dessus, en me disant que c'était plus que du théâtre, qu'il y avait un message dans R. Je voudrais bien que vous me le confirmiez. Il a tout d'abord dit qu'il y avait surtout que c'était une grande fête, avant de parler du message. Ouais, cette adaptation, on la doit à un certain Jacques Lanzmann. Ça vient de là, ça vient de R cette musique, comment je l'aime tellement l'original, elle est trop bien. Ancien ouvrier, ancien résistant, qui en plus devait se planquer pendant l'occupation parce qu'une partie de sa famille est juive, ancien du Parti communiste, comme on peut le voir à sa moustache, exclu un peu au même moment que plein d'artistes et d'intellectuels dans les années 50, partisan de l'indépendance de l'Algérie, marié à une sinologue maoïste, et leur fille s'appelle, ce n'est toujours pas une blague, Chine. Ah ouais, donc vraiment gauchiste quoi. Ok, donc c'est ce camarade qui a fait R en France. C'est elle qui présentait Cyberculture sur Canal+. Et ce gars, c'est accessoirement le frangin du fameux producteur Claude Lanzmann, mais aussi le pote de Dutronc dont il écrivait les chansons. C'est donc lui qui a écrit Il est 5h, Paris s'éveille. Et qui a donc ramené les bonnes grosses comédies musicales avec R. Donc les comédies musicales, truc de gauchiste en France. C'est toi le love de my life. Stylé cette musique. Après, au-delà de la blague, faut bien avoir conscience que, dès les origines, en fait, la comédie musicale, ça permettait de parler de sujets de fond avec un ton léger. Et ça a, historiquement, été beaucoup utilisé comme ça. Donc oui, en 1937, il y a un syndicat d'ouvrières du textile qui a fait sa propre comédie musicale, qui s'appelle Pins and Needles, qui a été un méga succès à Broadway, qui a eu un revival d'ailleurs dans les années 70, et c'est un truc qui est encore joué maintenant. Et fun fact, la meuf, l'ouvrière qui jouait l'héroïne, c'est la maman de David Graeber, qui a écrit Bureaucratie, Bullshit Job et tout. Starmania n'échappe pas à la règle. N'empêche, comédie musicale, en règle générale, gros truc de gauchiste, hein. Putain, je savais pas à quel point c'était ancré dans l'imaginaire de gauche, révolutionnaire, hippie, etc. Putain, c'est vachement intéressant. Je savais pas. Genre, vraiment pas. Ce spectacle arrive 10 ans plus tard, à la toute fin des années 70, à un moment où il y a un vrai phénomène autour de, cette fois, de pure création originale francophone. Dites-vous bien que la même année, on a
Émilie Joly. C'était un banger, Émilie Joly. Alors je sais pas si vous connaissez, hein, mais j'ai bouffé ça toute mon enfance avec ma daronne et mon frère. Oh là là, je peux te dire que le CD, quand on partait en vacances dans le lecteur CD de la R5 là, on l'a bouffé. Ah, je m'appelle Émilie Joly, j'ai cassé tous mes alambics, passé du coq à l'âne, les baleines de parapluie, le petit hérisson, banger sur banger. Alors aujourd'hui, c'est un peu mal vieilli, mais Madeleine de Proust, Émilie Joly. Pour vous dire comment c'était les Avengers, Émilie Joly, le cast original, c'était Julien Clerc, de R donc, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Robert Charlebois, Souchon et Woolsey, Henri Salvador, Louis Chédid, oui le papa de M, et alors là je suis désolé mais quand même, le loup c'est Eddie Mitchell et le hérisson c'est Georges Brassens. Ah, moi j'avais la version avec Johnny Hallyday qui est venu après j'imagine du coup, mais moi j'avais la version avec Johnny où c'est l'aigle je crois, que Johnny joue, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle version, de toute façon énorme casting, parce qu'en plus il y avait Souchon et Woolsey dans la version que j'avais. Et que non plus parce que mine de rien on y retrouve Balavoine, Fabienne Thibault et France Gall, pas de la merde. Que comme on l'a dit, Luc Plamondon et Michel Berger. Faut quand même se rendre compte à quel point Michel, comme compositeur ou comme parolier, il dominait le game. Seb Lafrite, si tu m'écoutes, s'il te plaît, fais Michel Berger. Do it, Seb. Just do it. Fais Michel Berger, STP, ça serait trop bien. N'hésite pas à faire Brassens aussi, Aznavour, Renaud. Après, hors de la France, si tu peux nous faire un petit Green Day, un petit Sum 41 à titre personnel, tu le feras jamais, mais ça fait plaisir. STP. D'où le fait que, et j'espère que tout le monde en a bien conscience, Starmania est un pilier absolument légendaire de la pop culture française. Oui, il y a un nombre de chansons qui sont devenues des classiques, qui ont été reprises à l'infini, à tel point que les gens connaissent sans savoir, sans que ça vienne de ce spectacle. Mais de ouf, la moitié des musiques sont cultes, et encore je pèse mes mots pour dire la moitié, et ma génération, et sûrement pas mal de celles d'après, ne savent pas que ça vient de Starmania. Ou Starmania, on connaît deux noms, mais tu vois ce que je veux dire, moi je sais un peu parce que... Voilà, mais c'est fou à quel point ça a marqué, quoi, et ça marque encore. Alors ce remake, est-ce que c'est encore le coup de la nostalgie habituelle, ou c'est un peu plus que ça? Et là, ça vaut vraiment le coup de remettre l'église au milieu du village pour celles et ceux qui ne sauraient pas ou auraient un peu oublié c'est quoi Starmania. Tout se déroule dans la ville futuriste de Monopolis, en pleine campagne pour élire le futur président de l'Occident. Occident coupé du reste du monde. Il y a un nouveau candidat, 0 janvier, qui est un homme d'affaires ultra puissant qui se fend de politique et en gros, jugé plus tôt. Oh là là, je peux pas manquer ça, ça vaut la peine que je m'assoie. Ça va barder là. Ça va barder là. Eh, ça va barder là. Ça va barder pour barder là. Une nouvelle vague terroriste. Ah yes. Des mesures extrémistes. Mais ne craignez-vous pas que votre politique ne mène directement à la dictature? Nous imposerons le retour à l'ordre. Ah yes. On ne peut pas vivre dans la concorde. Eh, petit 1984, les yeux ou... Mais en tout cas, il y a une ampleur dans le bordel, hein. Pas mal. Parlez-vous d'instaurer un état policier? Nous mettrons la capitale sous la loi. Vous n'allez pas vous contenter de nous chanter votre slogan. Quand nous aurons vidé le fond des mers, nous serons prêts à vivre ailleurs que sur terre. Quelles sont les priorités de votre gouvernement? Cessons de le ruiner pour le tiers-monde. Mais que comptez-vous faire contre la pauvreté? Je suis pour l'Occident l'homme de la dernière chance. Ah oui, bah je peux comprendre pourquoi il y en a beaucoup qui disent que Starmania, ça prédit l'avenir et tout, hein, parce que c'est très des thématiques qui sont au cœur de l'actualité encore aujourd'hui et tout. En vrai, ouais, il y a des trucs où je comprends que certains se disent oh là là, ça a prédit l'avenir, les Simpsons, dis donc, tout ça. Mais en vrai, je pense que c'est tout simplement des thématiques que si jamais t'avais une vision globale des choses à l'époque, tu pouvais te dire oui, ça va arriver, ça va aller dans ce sens-là si on fait rien. C'est comme 1984, c'est comme beaucoup de gens qui ont dit qu'ils prédisent le futur, mais non, c'est pas de la prédiction, c'est surtout de la logique et voir si on fait rien vers où vont aller les choses, tout simplement. Mais ça reste intéressant et ça reste pertinent comme façon de dire les choses. Bien évidemment, tout ne repose que sur de la bonne anticipation, comme toujours. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. De toute façon, si tu fais un truc, un minimum dystopique, uchronique ou ce que tu veux, enfin, si t'essayes de parler de la société d'aujourd'hui ou futur, fatalement, tu fais de l'anticipation et fatalement, t'as un minimum
minimum réfléchi sur ton monde, après plus ou moins de façon plus ou moins pertinente hein, selon l'auteur, mais tu le sors pas de ton cul, tu le sors pas de ton chapeau en mode bon allez, on va dire que allez, il y aura le capitalisme d'un côté, il y aura allez, le libéralisme, let's go, c'est parti. Non, c'est parce que tu vois politiquement, socialement vers où on se dirige. Les années 80, c'était la fin des espoirs des années 60-70 avec les hippies, mai 68, anti-guerre du Vietnam, etc. etc. C'était le début du capitalisme galopant avec le libéralisme qui prenait de plus en plus de pouvoir avec Thatcher, Reagan et compagnie. Le capitalisme était en train de gagner, donc fatalement, faut pas avoir plus de 2 neurones pour se dire ok, là on en est là. Si on laisse faire le capitalisme et le libéralisme, où est-ce qu'on va aller dans le futur? Et c'est ce qu'a fait Starmania et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'autres et c'est pour ça que c'est pertinent. Au foyer rural centre social de Saint-Léonard de Noblat de fin d'année, je sais pas si j'ai des photos, et je jouais 0 janvier. Trop mignon. Le gros fasciste de merde. Bolchevique en fasciste, je veux voir ça. Oh, je veux voir Bolchevique qui joue les fascistes. Oh, ça doit être merveilleux. Donc c'est un capitaliste facho ultra-libéral énervé, turbo-sécuritaire et productiviste face à un écolo. Oui, et moi aussi j'avais complètement oublié que ce perso existait, mais si, et en même temps il s'appelle le gourou marabout, donc Conan, on sent bien que c'est le Starmania d'origine. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Pendant ce temps, il y a une bande de banlieusards désœuvrés qui foutent la merde, dont le leader s'appelle Johnny Roquefort. Les punks, parce qu'à l'époque les banlieusards c'était les punks, c'était les métalleux, c'était les loupards. Ah, la bonne vieille époque où on stigmatisait juste sur les habits et pas sur la couleur de peau. Ah là là. À ce niveau-là, on a régressé quand même, hein. Oui, parce que Johnny, c'est un rocker, ah, il rock fort. Vous voyez ce que je veux dire sur les noms. Sadia, une fille à papa. Oh, le jeu de mots pourri, mais c'est trop bien. Son genre, on en reparlera plus loin. Une fille à papa, donc, en dissidence, qui se la joue révolutionnaire, va les transformer en groupe armé violent, les Étoiles Noires. Ils enlèvent une présentatrice star de l'émission éponyme Starmania, Crystal. Comme le nom Starmania, comme le nom de la comédie musicale, mais c'est fou ça. C'est fou, c'est quand même un truc de ouf. Salut Starmania, je vois ça comme un gros truc de boomer. Bah, je peux comprendre en vrai, mais après, faut aussi le remettre dans le contexte, faut aussi voir ce que ça disait de son époque. Moi, je trouve ça intéressant, et c'est pas parce que c'est boomer que justement, ça peut pas être pertinent pour l'époque. Et justement, moi, ce que je trouve triste, c'est de voir que Starmania, comme beaucoup de choses de l'époque, c'était quand même des aspirations un minimum anticapitalistes, un minimum, peut-être pas révolutionnaire, mais en tout cas, soulèvement de la jeunesse, etc. Et ces mêmes personnes qui, à l'époque, avaient ce genre d'idées, au minimum humanistes, voire de gauche, sont devenus des gros boomers justement parce que JLM il parle trop fort. Johnny, ils vont tomber amoureux, ce qui va provoquer la trahison de Sadia qui retourne servir sa classe. Ou alors c'était un agent double de 0 janvier depuis le début, c'est pas très clair, depuis 79 hein, et malgré les nombreuses réécritures. Parce que 0 janvier, lui, il instrumentalise la terreur surmédiatisée des Étoiles Noires pour se faire élire sur un discours de retour à l'ordre. Oh bah tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Un parti politique qui se sert de la peur des gens envers une communauté ou un groupe particulier pour se faire élire et permettre de faire des actes, une politique et des lois qui permettent de mieux contrôler le peuple sous couvert de nous protéger nous et nos libertés. Ça vous dit pas quelque chose ça? Le tout en mettant en avant son couple avec Stella Spotlight, une gigastar du cinéma. Tout ça est narré par Marie-Jeanne, la serveuse du Underground Café, où traînent les Étoiles Noires, et qui observe ça depuis l'extérieur. Unique personnage ne cherchant pas les lumières du Star System, contrairement à son seul pote Ziggy. Vous connaissez, hein, elle est folle de lui, mais c'est un garçon pas comme les autres, il aime les hommes, c'est pas de sa faute. Donc je résume, cette comédie musicale culte du patrimoine pop français, eh ben c'est de la SF. Et puis, pas qu'un peu, hein, on a vraiment tout le bingo. Une dystopie fascisante ultra-capitaliste, la destruction de la nature, une mégalopole tentaculaire avec des bandes de loupards vénères sur des autoroutes. Starmania, c'est le Akira français. Eh, on peut être fier quand même. Le Akira français en comédie musicale, ça a pas de la gueule. Et encore, même c'est l'inverse. C'est Akira qui est le Starmania japonais. La France ou pas la France? Sauf qu'en fait, c'est 3 ans avant, donc c'est Akira qui est le Starmania japonais. Alors... c'est pas moi qui fais les règles. Tout comme on est 6 ans avant Neuromancer, le roman fondateur du cyberpunk, et 4 ans avant Blade Runner. Même si je suis d'accord, il n'y a pas trop l'aspect cybernétique, c'est vraiment la télé qui est au centre, et le milliardaire c'est un mania de l'immobilier et pas de la tech. Mais toute l'esthétique et les thèmes, on est en plein dedans. C'est du proto-cyberpunk sans le cyber quoi. Et donc, ça suit une bande de banlieusards devenus révolutionnaires qui s'opposent à un homme d'affaires d'extrême droite qui utilise ses moyens financiers et les médias pour prendre le pouvoir,
Bolloré. Ah, pardon, ça fait mal à la gorge, hein? Non? Au cas où vous avez pas compris, j'ai dit Bolloré. En instrumentalisant le thème de l'insécurité et du terrorisme, et en voulant fermer les frontières de l'Occident. Mais c'est trop la saucisse, en fait, Starmania, ça parle trop de la saucisse d'aujourd'hui, c'est fou, hein, vraiment. Non, mais ce qui est terrible, au-delà de la blague, ce qui est terrible, c'est que Starmania, ça a été un succès en France, quand même plus que conséquent, je pense que ça, on peut le dire, hein. Que Starmania, ça a dit des choses, ça a prévenu des choses et tout, et malgré tout, les gens, ils ont continué. Les gens, ils ont bouffé les musiques de Starmania, ils les ont écoutées encore et encore et encore, même aujourd'hui, ça s'écoute encore, par des gens qui sont devenus avec le temps, ils se sont fait avoir, ils se sont fait gaslight par les discours des médias les plus réactionnaires, conservateurs, ils se sont extrême droitisés, tout en continuant à écouter des musiques qui leur disent que c'est pas bien. On est foutu. Puis alors, personne à l'époque, ni même maintenant, peut vraiment passer à côté, hein. C'est tellement pas subtil que le nom du club de 0 janvier s'appelle le Naziland. Il y a une chanson dessus. Et c'est vrai que revoir ça maintenant, c'est assez ouf, hein. Et ça fait que Starmania mérite amplement d'être sorti de ses vieux bacs dans la décennie 2020. Ah bah surtout que ça rappellerait peut-être à des gens... Ah oui, c'est vrai que dans les années 80, j'étais moins con, j'étais moins raciste, j'étais moins une petite merde du capitalisme qui suce les milliardaires parce que quand même Elon Musk c'est un génie, tout ça. Peut-être qu'il y a des gens, ça leur referait du bien de revoir Starmania pour se rappeler peut-être qu'il y a des problèmes dans le monde dans lequel on vit en ce moment. De toute façon, ces gens-là, rien ne leur suffit. Oui, non mais c'est le principe du capitalisme et c'est le principe des milliardaires. Le capitalisme, c'est la croissance continue, infinie, à outrance, et peu importe si jamais ça brise les gens. De toute façon, plus t'as de thunes, plus t'en veux. Et il y a un moment où si t'as trop de thunes, le fait de la thune devient une fin en soi. C'est même plus pour vivre, c'est même plus pour t'acheter des trucs, c'est juste, ça devient un jeu, tu vois, limite, entre guillemets. C'est la vie devient un jeu de stratégie. La vie devient SimCity, en fait, pour toi. C'est terrible. Cependant, faut être honnête, ce que cette version légèrement dépoussiérée nous renvoie aussi à la gueule, c'est à quel point Starmania transpire son époque par tous les pores. Et figurez-vous que par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé à débriefer le spectacle avec une autre grande fan, l'écrivaine de SF Katie Stewart, qui se trouve avoir également écrit ce livre, Le futur au pluriel, réparer la science-fiction, et qui a une perspective fort intéressante. Les œuvres et les autoristes de science-fiction n'ont ni la vocation ni le pouvoir de prédire l'avenir. Malgré les dates qui permettent de les situer dans un futur hypothétique, ces histoires ne sont qu'imagination, des spéculations imprégnées du présent, des peurs et des espoirs d'une époque. Ouais, bah c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Ce que fait Starmania, ce que fait la science-fiction en général, c'est juste faire un bilan du présent pour en faire une éventualité du futur si on continue comme ça, avec les espoirs, les peurs, etc. Thomas Joly lui-même explique avoir eu la charge de transposer le matériau d'origine avec la plus grande fidélité possible. Ainsi, on retrouve le bon vieux bain culturel des années 80 qui donne à cette version un côté rétro-futuriste. L'aspect proto-cyberpunk qu'on a évoqué et plus globalement les motifs futuristes classiques à base d'air atomique et de stations spatiales. Mais aussi ce côté bande motorisée en blouson de cuir qu'on retrouvera dans les mêmes années dans les fictions de violence urbaine à la Carpenter, ainsi que bien sûr dans Mad Max, sorti la même année que Starmania. Pour vous dire comment c'était la méta, Johnny lui-même, le vrai Johnny, a fait un spectacle inspiré de Mad Max 3 ans plus tard et aussi le film Terminus encore 4 ans plus tard. En fait, quand on remet dans ce contexte, le plus impressionnant c'est à quel point Starmania était à l'avant-garde de son propre moment culturel. Et quelque part, si tout ça nous paraît tout à fait familier aujourd'hui, c'est pas tant que Starmania était précurseur de notre moment culturel, c'est que notre moment culturel à nous est caractérisé par un télescopage nostalgique et en quelque sorte hanté par ces époques antérieures. Ce qui vaut ici pour la forme, vaut aussi pour le fond. Certes, beaucoup de thèmes résonnent encore aujourd'hui, mais d'autres frappent par leur douce patine 80s. Ces banlieusards qui affolent les médias et les paniques sécuritaires, c'est alors des rockers, des blousons noirs, les loupards que chantait alors Renaud. Bah c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est le côté, à l'époque, c'était beaucoup le côté, c'est sur le style vestimentaire qu'on a jugé, plus que sur ta couleur de peau ou ton ethnie, tu vois. Comme quoi, hein, des zappages du début du XXe siècle aux banlieusards de maintenant, la médiatisation à outrance et les paniques sécuritaires autour de la violence des bandes de jeunes désœuvrés issus des classes populaires, c'est quelque chose qui a pas attendu qu'on y foute du racisme en pointant du doigt les banlieusards descendants d'immigrés. Et à l'époque, pour vous dire à quel point le punk et le rocker c'était tellement l'ennemi numéro 1 dans les jeux vidéo, les ennemis dans les beat'em all c'était souvent des punks. Heureusement aujourd'hui on verrait pas un beat'em all avec une bande d'arabes en survêt Lacoste que tu dégommes. Mais la version 2023 a choisi de conserver cette figure au charme désuet des loupards que chantait Renaud.
Quant à leur constitution en groupe révolutionnaire terroriste, il fait écho aux groupes armés d'extrême gauche, phénomène qui renvoie, mais alors là, vraiment aux années 70. Or, depuis la guerre à la terreur, c'est plutôt la menace islamiste qui justifie les politiques ultra-sécuritaires. Ou peut-être que 0 janvier ferait du Darmanin à base d'éco-terroristes, à propos de gens qui bloquent des autoroutes, ce qui, vous le reconnaîtrez, est sur un tout autre registre que la bande Abadère qui avait inspiré les Étoiles Noires. Ou encore, je sais pas, comme l'a fait remarquer Katie Stewart, aujourd'hui, les médias et 0 janvier seraient probablement en boucle sur les islamo-gauchistes ou les woke qu'on voit assez peu, à ma connaissance, semer la terreur à moto avec des barres de fer. De même, des questions comme le genre de Sadia, certes assez avant-gardiste. Non, mais il mettrait, pour le cliché, il mettrait des Arabes en survêt Lacoste avec des scooters en train de faire des roues arrière et de faire des bum bum et de taguer les murs. Il ferait ça sûrement, mais bon. Pour l'époque, ne sont pas revus à l'aune des évolutions sur la question. Fluidité de genre, travestissement ou transidentité. Genré est perçu au féminin par les autres. Sa chanson Travesti sème un doute. Une très vieille question puisque, pour Berger, à l'origine, Sadia était une femme qui se faisait passer pour travestie par provocation, mais pour certaines de ses interprètes, non, c'était un travesti. Elle a de plus toujours été incarnée par des femmes. Après, j'ai envie de dire, est-ce que les deux peuvent ne pas exister selon l'adaptation? Je veux dire, il peut y avoir une façon de voir de Starmania où c'est une femme qui se fait passer pour un travesti par provocation, et une autre où c'est vraiment quelqu'un de travesti ou de transgenre par pour de vrai, quoi, et ça, les deux ont un message intéressant. Dire, on peut adapter et on peut faire sa vision, pourquoi pas? Alors que plusieurs fois, dont pour la version de Thomas Joly, il a été question de la faire jouer par des hommes. Cisgenre dans les deux cas, semble parler même d'évoquer une femme transgenre ou non-binaire, ou quelqu'un avec une certaine fluidité de genre. Et les tous peuvent être intéressants, hein. Femme qui dit être travestie alors que non, vrai travesti, transgenre, fluidité de genre, tous ces thèmes peuvent être intéressants tant que c'est bien fait. Pourquoi pas? Moi je suis pas contre le fait de changer certaines choses. Et puis, tenez, le candidat écolo qui s'oppose à 0 janvier, clairement, c'est fort d'avoir autant mis ça en avant à l'époque. Mais c'est surtout qu'ils avaient senti à quel point ces thématiques commençaient à monter. Ce gourou marabout, il porte aussi beaucoup la vibe hippie et autres dérives sectaires New Age propres à cette époque, alors en train de connaître sa propre starification fort lucrative. Et le début de la déchéance pour ces trucs New Wave de l'époque, hein, parce que même si les années 60, 70 ont été une époque bénie pour les hippies, les New Wave et tout, ça a fait beaucoup de mal au mouvement parce que starification, c'est un peu comme le punk si vous voulez. Tu peux pas être un mouvement de contre-culture, slash révolutionnaire, slash déconstruction de notre modèle sociétal et être starifié dans ce système-là, c'est quand même assez bizarre. Plus le fait qu'il y a eu des dérives de sectes qui se disaient du mouvement hippie et des mouvements New Wave qui ont fait des massacres, on pense évidemment à Charles Manson et compagnie, mais ça a vraiment fait du mal au mouvement hippie. Plus le fait que le capitalisme va mettre en avant, bien en avant, ces dérives-là pour faire comme si tous les mouvements hippie et New Wave étaient dans ces dérives-là, et t'en arrives à ce qu'on est aujourd'hui. Le fait que ça a été ridiculisé, le fait que ça a été marginalisé, et le fait que maintenant, si t'es un hippie ou New Wave, t'es soit un bobo à l'ancienne qui a pas quitté mai 68, ou soit t'es un petit jeune qui est un peu hippie, un peu reggae, un peu machin quoi. Le mouvement israélien exactement, tu vois. Mais c'est dommage parce qu'en vrai il y avait des bonnes idées dans le côté hippie, dans le côté New Wave de l'époque, mais malheureusement peut-être trop jeune, peut-être trop naïf de l'époque, peut-être trop... Je pense qu'en vrai les années 60-70 il y avait beaucoup de belles choses qui ont été imaginées, qui ont été pensées, beaucoup de mauvaises aussi évidemment, hein. La liberté sexuelle, la libération sexuelle c'était très bien, mais malheureusement ça a aussi été beaucoup apporté pour justifier aux hommes de baiser avec plein de meufs, pourquoi pas même certains sont allés dans la pédophilie. Malheureusement, le fait de pouvoir baiser en fait pour les hommes, mais c'était vraiment un début prometteur qui malheureusement a été tué dans l'œuf, à la fois par les contradictions de ces mouvements qui n'ont pas réussi à trouver de solution à leurs contradictions, de réponse à leurs contradictions, à la fois par les dérives sectaires comme on l'a dit avec le réalisme, Charles Manson, etc., à la fois par le capitalisme qui a contre-attaqué parce que c'était une bataille entre socialisme, capitalisme, hippie, etc., et par le fait, je pense surtout, l'un des trucs qui a achevé de faire que cette contre-culture n'a pas été pérenne sur le long terme et a perdu la bataille culturelle dans les années 80, c'est que c'était trop naïf, c'est que c'était trop jeune, c'est qu'il y avait certes la volonté, mais il n'y avait pas la structuration, il n'y avait pas le côté rationnel de on est dans ce monde-là, faut aller machin, il y avait un côté sans concession, il y a un côté rêveur qui était certes très beau, mais incompatible, je pense en tout cas, avec le monde tel qu'il était à l'époque malheureusement. Mais c'est très intéressant en vrai cette époque-là, faudra vraiment qu'on se refasse des vidéos, des documentaires et tout qui sont là-dessus. Sur un haut show
que sur un Yannick Jadot. Bon, on pourrait continuer longtemps, mais en gros, le choix qui a été fait, c'est de pas faire une nouvelle version en ajoutant des nouvelles problématiques, comme par exemple le racisme ou l'importance des réseaux sociaux. Tout ça pour dire que on peut s'extasier 40 ans après de déjà y voir du Bolloré ou du Trump. Oui. Trump qui, effectivement, était une surprise la première fois, mais ça remonte quand même à bientôt 10 ans. Hein. Mais avant ça, nous, on avait déjà eu Sarko, et avant encore Berlusconi, et encore avant, il y avait eu Reagan. Déjà une star devenue président des USA sur une contre-révolution ultra-conservatrice, juste après la période où Starmania est né. Bah, c'est exactement là où j'en venais avec le capitalisme qui a gagné après les contre-cultures. Mais effectivement, tout ça, c'est pas nouveau. Reagan, ça a été la réponse des conservateurs face au mouvement hippie, New Wave, communiste, socialiste, etc. Comme Trump a été la réponse face à des mouvements écologiques qui voulaient plus de social, etc. De la jeunesse états-unienne qui commençait à avoir une vision beaucoup plus woke du monde. Et en fait, Trump lui-même, hein, puisque c'est dans ces années qu'il va s'imposer comme une figure à la téloche, oui, très vite reprise par la pop culture. Dans les années 80, 90, 2000, hein, on se rappelle de son émission Get Out, Your Fire, je sais plus quoi, je crois que c'est Get Out. Bref, l'émission il fait Your Fire. Il a joué dans Le Prince de Bel-Air, il a fait un caméo dans Maman j'ai raté l'avion, Les Tours Trump, etc. Vraiment une iconisation. À l'époque pouvait être marrante, mais si jamais t'avais une vision un peu plus large des choses et un peu plus vision de classe et anticapitaliste, tu voyais très bien où ça allait arriver, un minimum. Peut-être pas de là à l'imaginer président, mais tu sentais quand même le j'ai des projets quoi. Finalement, si on cherche une version actualisée de cette histoire dont le sujet central est l'intersection entre le star system et l'autoritarisme, eh ben c'est pile le pitch de The Boys. En l'état, Starmania ne paraît plus tant visionnaire que tristement d'actualité. Bah c'est un peu un problème, je trouve, malheureusement, et ça peut être un peu désespérant quand tu vois que les grandes dystopies, la science-fiction, etc., les grands lanceurs d'alerte par là, Starmania, 1984, etc., Le Passager, et tout, qui nous mettaient en garde et qui nous disaient des choses, bah on arrive pile dessus, genre les Akira et compagnie, en moins exagéré pour certains, évidemment, mais on y arrive en fait, de plus en plus, et c'est ça qui est flippant. Au sens où on a l'impression de revoir défiler le film qui nous a menés à aujourd'hui. Un film qui a su sentir l'avènement de ces problématiques, produit d'une époque de contestation massive, qui prenait conscience avec un certain désespoir qu'elle avait déjà perdu et qu'elle allait bientôt triompher le futur proche qu'elle dépeignait. Une époque qui nous a laissé des tubes, un très beau spectacle et, il faut l'avouer, une certaine nostalgie qui sonne un peu comme un constat d'échec. Ouais, oui. Dans les trucs qui font quand même bizarre aujourd'hui, c'est que genre 0 janvier quand il fait son meeting et tout le monde fait 0 janvier, président de l'Occident, et ils font vraiment comme un vrai meeting, genre il arrive parmi les spectateurs et il arrive ouais comme ça, en plus on dirait Jordan Bardella, il a une espèce de tête de gendre idéal facho comme ça, et au fur et à mesure en fait tous ces trucs ça part vraiment en full fasciste quoi. Vraiment au début c'est un peu businessman, qui aurait pu prédire, des drapeaux comme ça avec une espèce de... il a un logo 0 janvier qui fait vraiment genre mais 1984 vénère nazi, version nazie quoi. Et sauf que toi t'es là dans la salle 0 janvier, tu regardes tes voisins, t'es là putain, c'était juste après les législatives en plus t'es là. Est-ce que je suis du beau côté de l'histoire moi? On est à un moment hautement charnière de l'histoire, oui. Non mais je pense aussi que clairement là, je pense que la Révolution française a été la première pierre de peut-être qu'on peut faire autrement que la monarchie, ça a donné la bourgeoisie capitalisme. La fin du 19e, début 20e, ça a été peut-être qu'on peut faire autrement que la bourgeoisie démocratique, certes, mais bourgeoisie quand même. Les premières guerre idéologique entre la gauche et la droite dans le 20e siècle, défaite de la gauche, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même revanche. La révolution industrielle a tout accéléré, ah mais totalement. Et là j'ai l'impression qu'il y a une espèce de revanche des 3 factions en fait, hein. La gauche, la droite et l'extrême droite. Enfin la gauche, le libéralisme et l'extrême droite. Et là j'ai l'impression que il y a de nouveau des billes à jouer, donc à nous aussi de prendre conscience de ça, de prendre acte des erreurs et des échecs passés pour pas refaire les mêmes et aller au-delà quoi. C'est sûr, il y en a, ils ont voté Bardella en fait ici. Parce que les gens ils sortent les briquets et tout, il y a vraiment un truc nostalgie. Et vraiment le meeting de 0 janvier. Ah, ça peut être incroyable. Je vais peut-être sortir. Ah non, mais trop mal à l'aise en plus. Juste après l'initiative, tu dois être en mode ouais, 0 janvier. Bon, je vais faire ma vidéo pour lui marbre peut-être. Alors, pour finir, le meilleur qu'on puisse tirer de ce chef-d'œuvre, c'est peut-être la volonté de faire à nouveau ce qu'il a fait si brillamment en son temps, de nouvelles œuvres qui savent saisir leur temps et nous accompagner pour le
le futur. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler. Réel, j'ai envie de dire réel de ouf, non? Mais en tout cas, excellente vidéo, excellente vidéo. Malheureusement, c'est assez triste de voir que Starmania... malheureusement, les gens n'ont pas pris acte des thématiques de Starmania, les gens n'ont pas pris acte des thématiques de pas mal en fait de choses que beaucoup disaient à l'époque. Mais bon, j'ai envie de dire l'histoire elle est pas finie. L'histoire en règle générale, avec un grand H, elle est pas finie. Donc à nous de prendre en conséquence tout ça, à nous de faire en sorte que tout ce qui a été fait n'ait pas été fait en vain, que ce soit dans le positif, dans le négatif, et de changer les choses pour peut-être avoir des lendemains qui chantent.